Bonjour à tous, une vidéo pour vous parler des effets de commerce papier. Alors bien que ça devienne de plus en plus rare aujourd'hui avec les effets informatisés, magnétiques, ou les remises directement par les logiciels de compta en banque, il y a encore quelques entreprises qui les utilisent. Et c'est assez formateur, je trouve. Alors, on entend par effet de commerce ou traître deux principalement. La lettre de change, le billet à ordre. Donc, pour chacune de ces deux traites, je vous donnerai la définition et la façon dont on remplit soit la lettre de change, soit le billet à ordre. Je terminerai par une comptabilisation de chacun et puis en extrapolant un petit peu sur une autre vidéo, je vous expliquerai ce que peut devenir le portefeuille d'effets à recevoir d'un bénéficiaire d'effets. Donc on démarre par la lettre de change. Définition, le moins drôle. Moyen de paiement différé donc à crédit par lequel le tireur qui est le fournisseur oblige le tiré qui est lui le client à payer la somme indiquée qu'on appelle le nominal dans un effet de commerce à une date déterminée qu'on appelle l'échéance. Donc tireur, tiré, nominal, échéance. Et évidemment le tireur est également celui qui rédige l'effet, donc la lettre de change ici, mais qui est aussi le bénéficiaire de la lettre de change. Donc voilà comment ça se présente. Une lettre de change, papier. Donc on va avoir ici celui qui rédige la lettre de change, donc le fournisseur. Comme le fournisseur est également bénéficiaire, ici il ne va pas remettre toutes ses coordonnées, on indique juste nous-mêmes, puisque le tireur et le bénéficiaire, c'est la même personne, c'est le fournisseur. On va avoir ici la date de création de l'effet. Nous avons ici la date d'échéance de l'effet. Alors si je suis le 20 janvier en date de création et le 31 mars en date d'échéance, je suis à 60 jours fin de mois. Je vais à la fin du mois de janvier, je rajoute 2 mois. Donc ma date d'échéance ici c'est 60 jours fin de mois. Alors en sachant que le maximum c'est 90 jours fin de mois en général. Nous avons ici donc le nominal de l'effet qui est la valeur de l'effet. Nous avons ici la domiciliation du tiré, c'est-à-dire la banque du tiré, du client, puisque le fournisseur n'a pas besoin d'indiquer ses références bancaires ni sa banque sur l'effet, puisqu'il va les déposer à sa banque, et sa banque connaît ses coordonnées bancaires. Par contre, il lui faut celle du tiré pour savoir où est-ce que la banque du tireur va se faire payer l'effet, évidemment. Donc c'est la banque du tiré, domiciliation de la banque du tiré. On a ici la signature du tireur, donc du fournisseur. Vous avez ici dans cette partie-là le nom et l'adresse du tiré, donc le tiré c'est le client. Ici, intéressant, donc le fournisseur rédige la lettre de change. Il ne sait pas si le client va l'accepter. Donc pour ça, le fournisseur doit envoyer l'effet de commerce à l'acceptation du client, ici, cas d'acceptation ou aval. Si le client accepte, il indique sur la lettre de change qu'il accepte la lettre de change avec la date et la signature. Alors on ne l'a pas ici, mais on a un numéro aussi de lettre de change ici. Les coordonnées bancaires du client, donc du tiré, indiquées ici avec le code établissement ou code banque, code guichet, code agence, le numéro de compte et la clé RIB. Donc c'est vrai qu'à la place de code établissement, on pourrait trouver code agence, le code banque, pardon. Là, on pourrait trouver le code agence. Voilà, c'est pareil. Et on retrouve aussi le nominal. Voilà pour la présentation d'une lettre de change. Pas de difficulté, sinon on retrouve le vocabulaire, donc lettre de change, c'est ce qui nous indique que c'est une lettre de change. Vous verrez par rapport au billet à ordre. On a la notion de tiré, la notion de tireur, donc il faut maîtriser et le nominal et l'échéance. Voilà, quelques termes peut-être que vous connaissez déjà quand même. On passe à la comptabilisation de la lettre de change papier. Donc on va se positionner à la fois chez le fournisseur et chez le client. Donc chez le fournisseur, il a deux possibilités. Soit il va comptabiliser la lettre de change quand lui l'a créée, c'est-à-dire ici le 20 janvier, soit il va attendre que le client ait réellement le tiré et accepté la lettre de change, et donc lui crée la lettre de change dans sa compta le 22 janvier. Parce que si le tireur crée la lettre de change, enregistre la lettre de change dans sa compta, le 20 janvier et que finalement le client la refuse, il sera obligé de faire ce qu'on appelle une contrepassation, annuler l'écriture. On peut faire les deux. Et lui, le client, évidemment, va comptabiliser la création de la lettre de change à sa date d'acceptation, le 22 janvier. Donc, je détaille un petit peu plus après. Alors, la créance jusqu'à maintenant était dans le compte 411, puisque le client nous devait 2302,30 €.
cette créance, quand elle est dans le compte 411, c'est une créance qu'on appelle chirographaire, c'est une créance ordinaire. Or, à partir du moment où cette créance est matérialisée par un effet de commerce, ce n'est plus une créance ordinaire chirographaire, ça devient une créance privilégiée. Donc on ne peut pas la laisser dans le compte 411. On va solder le compte 411 en le créditant et on va débiter le compte 413 client et faire recevoir pour le même montant. La créance est maintenant privilégiée. Du côté du client, il avait donc une dette normale à payer, 401 pour 2302,30 €. À partir du moment où elle est devenue privilégiée, matérialisée par un effet de commerce, une lettre de change ici, cette créance est privilégiée. Enfin, cette dette pour lui est privilégiée. Elle est donc transférée dans le compte 403, fournisseur et fait à payer. Vous noterez la réciprocité, 401, 403, 411, 413. Alors, pour détailler, petit contenté simplifié, j'ai fait une vidéo sur la présentation d'un compte, vous pourrez aller voir. Donc, si je récapitule nos éléments, avant la lettre de change, le client, nous avions une créance de 2302,30 € qu'on avait comptabilisée à la suite de notre facture. En imaginant qu'on ait passé l'écriture le 22 janvier ou le 20 janvier, ça ne change rien. Donc, la créance, elle n'est plus chirographaire. Je solde donc 411 en créditant le compte 411, ici, et je débite 413 puisque ma créance est désormais privilégiée. Vous voyez, 411 compte de créance chirographaire, normale, sans privilège. À partir du moment où la créance est transférée en créance privilégiée, elle n'a plus lieu d'être à rester dans le compte 411, créance chirographaire, normale. Donc on solde 411, on la transfère en 413, compte de créance privilégiée, matérialisée par un effet de commerce. Et donc on ne peut pas laisser la créance en 411. Vous voyez bien que, à la suite de l'écriture de création de la lettre de change, le compte 411 est soldé. La lettre de change, maintenant, elle a changé de tiroir. Elle est maintenant passée dans le tiroir 413 clients et fait à recevoir. J'espère que pour vous, ça va jusque-là. On passe maintenant au point 2, le billet à ordre. Donc, pareil, moment pas drôle, la définition, moyen de paiement différé, donc un crédit par lequel le souscripteur, le client, s'engage envers le bénéficiaire qui est le fournisseur à payer la somme indiquée, c'est toujours le nominal, à une date déterminée, c'est toujours l'échéance. Pas trop de changements. Comment remplir un billet à ordre? Vous voyez, la seule différence avec la lettre de change, c'est que là, il est juste écrit billet à ordre. Donc, on retrouve ici le lieu de création, la date de création, là, pas de difficulté. La date d'échéance, donc à partir du moment où j'ai une date de création au 6 avril et que j'ai une échéance le 31 mai, j'ai une échéance de règlement à 30 jours fin de mois. Je vais 6 avril plus 30 jours, 6 mai, je vais à la fin du mois de mai, donc 31 mai. Je retrouve le nominal ici et ici pour contrôle. J'ai ici donc les coordonnées, le bénéficiaire de mon billet à ordre, donc Mobalpa ici. Voilà, donc la domiciliation, c'est toujours la domiciliation du client. Donc ici, ce sera la domiciliation du souscripteur puisque le bénéficiaire de l'effet connaît sa banque, et donc il n'a pas besoin de l'indiquer sur le billet à ordre, donc c'est la domiciliation du souscripteur. De même ici, c'est le RIB du souscripteur, du client. On a toujours une valeur soit en marchandises comme la lettre de change, soit en travaux avec un numéro. Alors évidemment, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'acceptation. C'est le client qui s'engage à payer. Il ne va pas aller demander au fournisseur s'il est d'accord à se faire payer. Bien évidemment, ce serait ridicule. Donc nous avons ici les coordonnées du souscripteur avec son nom, son adresse et son numéro sirène. Et on trouve ici la signature du souscripteur. Bon, j'espère que pour vous ça va. Donc, on récapitule. La lettre de change, on a le tireur qui demande au tiré, le client, de payer. Un nominal qui est la valeur, le montant en euros de l'effet, à une date d'échéance, la date à laquelle le fournisseur est en droit de réclamer le paiement. Et le billet à ordre, on a donc le souscripteur, le client, qui rédige le billet à ordre grâce auquel il s'engage à payer le bénéficiaire, le fournisseur. On retrouve toujours le nominal et la date d'échéance. Alors, comptabilisation du billet à ordre, c'est exactement la même chose qu'une lettre de change. On solde 411, on débite 413. Donc, comptabilisation du billet à ordre. Le souscripteur, c'est Elba. Le bénéficiaire, c'est Mobalpa. Donc voilà, indiqué ici, le fournisseur Mobalpa,
le client souscripteur Elba. Chez le fournisseur, voilà, la créance sur Elba n'est plus ordinaire. Je solde 411 Elba pour 6412,89 et je débite 413 puisque la créance est maintenant privilégiée pour 6412. Chez le client Elba, la créance vis-à-vis du fournisseur Mobalpa n'est plus ordinaire. Je solde donc 401 MOBA pour 6412 et je crédite le compte 403 puisque maintenant c'est une dette privilégiée entre guillemets pour 6412. Alors j'aurais pu faire évidemment la même analyse qu'ici sur les comptes entiers puisqu'on retrouve la même chose. C'est la même chose que ce soit une lettre de change ou un billet à ordre. Vous aurez remarqué que l'écriture est strictement identique. Alors, on a vu comment on comptabilise une lettre de change, comment on comptabilise un billet à ordre, comment on remplit tous les deux, la lettre de change et le billet à ordre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je suis le bénéficiaire de ces effets de commerce, j'ai un certain nombre d'effets de commerce, de traite détenus en portefeuille. Qu'est-ce que deviennent ces effets de commerce? Alors, j'ai mon portefeuille d'effets à recevoir. Il y a deux possibilités. Soit je me place à la date d'échéance de l'effet, soit je me place à la date avant la date d'échéance de l'effet. Le cas le plus simple, j'attends la date d'échéance, je dépose mon effet auprès de ma banque où je lui envoie via mon logiciel de compta pour encaissement. C'est le cas le plus classique. Aucun problème, j'ai pas de souci de trésorerie, je peux attendre la date d'encaissement, j'attends la date d'encaissement, je remets mon effet à l'encaissement auprès de ma banque. L'écriture, on ne la verra pas aujourd'hui, je ferai une autre vidéo pour ça. Maintenant, le cas plus compliqué, je suis avant la date d'échéance. J'ai des difficultés de trésorerie, voilà, où je me méfie de certains clients. Est-ce qu'ils sont solvables? Est-ce que je serai payé? Je vais recourir à plusieurs solutions. D'abord, l'effet escompté. Les effets que j'ai en portefeuille, l'effet escompté, je les vends à ma banque avant la date d'échéance. Et la banque va prélever un intérêt. Deuxième solution, je recours à l'affacturage. Avec le Factor, qui est une société d'affacturage, je signe un contrat d'affacturage. Et enfin, la loi DI, avec ma banque par exemple, je signe une convention cadre pour la cession ou le nantissement de créances. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le nantissement, je l'ai mis en dessous avec le petit astérisque. Je ne détaille pas ici plus que ça parce que la gestion du risque client, je ferai une vidéo sur ça. Et en même temps, je mettrai les écritures comptables ici. Mais pas là, là c'est juste à titre d'information. Donc le nantissement, vous l'avez là, un système juridique dans lequel le débiteur d'une créance affecte un ou plusieurs biens meubles incorporels à la garantie d'une dette dont il est redevable. Par exemple, en biens immeubles incorporels, vous avez le fonds de commerce, un brevet, le solde d'un compte bancaire, un brevet agricole, etc. Voilà, bon. Beaucoup de choses dans cette vidéo, beaucoup de choses, de termes juridiques, je ne sais pas si vous maîtrisez tout ça. J'espère vous avoir été utile, avoir été clair. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Merci de mettre un pouce, de liker ce que vous voulez, de vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.